Suspense au-dessus des États-Unis. Il y a actuellement quelque part entre l'État de Washington et le Nevada un Boeing 727 détourné. À l'intérieur, 5 hommes, un pirate de l'air et 4 membres d'équipage. Et 2 parachutes aussi. 2 ou 4, on ne sait pas très bien. Et on commence à se demander avec inquiétude ce que compte faire le pirate de ces parachutes. Bonsoir, c'est le plus grand mystère criminel de l'histoire de l'aviation et peut-être le plus grand mystère criminel tout court, un braquage en plein ciel qui ressemble à s'y méprendre à un tour de prestidigitation. Comment dérober des centaines de milliers de dollars à 10 000 pieds d'altitude et disparaître en sautant en parachute avec la rançon? Cette histoire n'est pas un poisson d'avril, c'est celle extraordinaire d'un certain Dan Cooper, passager, pirate de l'air et gangster qui, en 1971, a réussi en solo le plus insensé des fric-frac. Le coup parfait car 50 ans après, malgré une interminable enquête du FBI et des centaines de personnes entendues, force est de constater que Dan Cooper, l'homme aux lunettes noires et au costume cravate, garde tout son mystère. Une énigme absolue. On connaît sa silhouette, son aptitude à ne pas trembler, mais on ignore son vrai nom, son vrai visage, le timbre de sa voix et ses motivations. Comment un homme seul a imaginé le plus inimaginable des crimes? Que voulait-il vraiment? Je poserai bien sûr ces questions et bien d'autres à nos invités avec lesquels nous allons tenter de lever le voile sur ce qui s'apparente aujourd'hui au crime parfait. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Dan Cooper, à l'hiver 1971, dans le brouhaha de l'aéroport de Portland, personne ne se doute que ce passager lambda va commettre un braquage tout aussi inédit qu'impensable. Ce mercredi 24 novembre 1971, les passagers du vol Northwest Airlines 305 patientent tranquillement en salle d'embarquement. Le décollage est prévu dans environ 3 quarts d'heure, à 16h35. Un vol de routine, un saut de puce, 20 minutes de trajet à tout casser. L'avion, un Boeing 727, doit relier l'aéroport de Portland, au nord de l'Oregon, à la ville de Seattle, dans l'état voisin de Washington. Le temps n'est pas au beau fixe. Ce jour-là, il commence à pleuvoir. La météo annonce beaucoup de nuages et de sérieuses perturbations pour le lendemain. L'appareil est loin d'afficher complet. La liste des passagers compte seulement 36 personnes, quelques familles et des hommes d'affaires qui font la navette entre les deux villes et qui semblent tous se ressembler. L'un d'eux a acheté son billet au dernier moment. Il porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire. Ses cheveux sont bruns, coupés, assez courts, visage long et ovale. On ne voit pas ses yeux, cachés par des lunettes de soleil. Il semble avoir entre 30 et 40 ans. Il tient dans sa main droite un attaché-case en simili-cuir. Ce passager solitaire est inscrit sur ce vol sous le nom de Dan Cooper. L'embarquement du vol 305 à la porte numéro 2 de l'aérogare se déroule sans incident. Tout le monde prend place à bord du Boeing. Le commandant de bord, William Scott, un navigant chevronné, des milliers d'heures de vol à son actif, souhaite la bienvenue aux passagers. L'avion décolle à 16h45 avec 10 minutes de retard. Cap au nord, en direction de Seattle. Le passager Dan Cooper est assis au tout dernier rang sur le siège de droite de l'allée centrale. Il n'y a personne autour de lui. Il a gardé ses lunettes noires et il a allumé une cigarette. À l'époque, fumer dans un avion est permis. L'espace fumeur est cantonné aux places arrière. Le passager a commandé un verre de bourbon. 3 minutes plus tard, il rappelle l'hôtesse, Florence Schaffner, 23 ans. Celle-ci s'approche. Le passager lui demande aussitôt de s'asseoir à côté de lui. La jeune femme est persuadée d'avoir affaire à un dragueur. Elle refuse la proposition, précisant que le règlement de la compagnie interdit au personnel de cabine de s'asseoir avec les passagers. L'homme insiste et sa voix se fait soudain plus froide. Il tend alors un papier avec ces mots inscrits en grandes lettres d'imprimerie, rédigés avec un normographe. « J'ai une bombe dans ma mallette, j'en ferai usage si nécessaire. Je veux que vous vous asseyez à côté de moi. Ceci est un détournement. » Au fond de l'avion, personne n'a remarqué que l'hôtesse avait pris place auprès d'un passager. Celle-ci n'est pas vraiment rassurée après avoir entrevu le contenu de la mallette
6 à 8 cylindres rouges, peut-être des explosifs, reliés à un ensemble de fils électriques de toutes les couleurs, et ce qui pourrait être une batterie. Sur la poignée, on distingue un genre d'interrupteur qui tient avec un morceau de Chatterton, de quoi très certainement déclencher la bombe. Florence Schaffner prend sous la dictée les doléances du pirate, qui lui demande d'en faire part tout de suite au commandant de bord, sans attirer l'attention des passagers, sinon il fera sauter tout le monde. Le passager Dan Cooper est, pour le moment en tout cas, maître de la situation. Impossible de savoir si cet homme bluffe ou si elle a vraiment l'intention de faire sauter l'avion. Le commandant de bord ne va pas avoir d'autre choix que de suivre ses ordres. L'hôtesse Florence Schaffner a obéi au passager Dan Cooper. Elle est allée immédiatement prévenir de la situation sa supérieure, la chef de cabine Tina McClough, puis le commandant de bord William Scott. Celui-ci croit un canular, mais accepte d'aller rencontrer cet étrange pilote de l'air. Il passe les commandes de l'appareil à son copilote et se rend au fond du Boeing. Il a en face de lui un homme très calme. Il est surpris par ce personnage qui parle peu, mais ne tremble absolument pas. Il n'est pas agité, ne transpire pas en dépit des circonstances. Le commandant Scott dira plus tard avoir eu affaire à une personnalité déterminée, sûre d'elle, quelqu'un suivant à la lettre un plan précis. Le passager demande au commandant de contacter la tour de contrôle de Seattle. Sa requête est précise. Il souhaite qu'une somme de $200,000 soit préparée dans l'heure, uniquement des petites coupures de $20. Il réclame également 4 parachutes, 2 ventraux et 2 dorsaux. Il précise qu'il ne souhaite pas d'équipement militaire, mais des parachutes civils. On peut les trouver, dit-il, à l'aéroclub d'Isaka, tout près de Seattle. Le commandant de bord s'exécute. Le passager Dan Cooper lui a donné l'ordre de ne pas atterrir tant que la somme de $200,000 et le lot de parachutes n'ont pas été réunis. L'aéroport de Seattle est alerté du détournement du vol 305. Les équipes de secours, pompiers, ambulances se positionnent très vite sur le tarmac. La police de Seattle et le FBI arrivent sur place. Le président de la Northwest Airlines est également prévenu. Il est catégorique. Peu importe si ce pirate est un étranger dérangé ou s'il bluffe, il ne veut pas mettre en danger la vie des passagers et de l'équipage. Il demande de se plier aux exigences de ce Dan Cooper. À 17h26, le Boeing survole Seattle. Il commence alors à faire des tours au-dessus de l'agglomération. Les passagers sont informés d'un léger retard à cause d'un trafic aérien saturé. Ils ne se doutent de rien. En un temps record, les autorités réussissent à réunir la somme collectée dans toutes les agences bancaires du secteur. Les parachutes ont également pu être trouvés chez un instructeur. Impossible de savoir ce que mijote le pirate et pourquoi il a exigé 2 paires de parachutes, manifestement destinés à lui-même et à une deuxième personne. Il est tout à fait possible qu'il ait un complice. Le FBI consulte la liste des passagers et constate que, curieusement, il y a un autre Cooper enregistré sur le vol, un certain Michael Cooper. Est-il de mèche avec Dan Cooper ? À suivre. À 18h24, le vol 305 reçoit l'autorisation de se poser. Une pluie battante s'abat sur les pistes. Le Boeing est dirigé vers un parking isolé, juste en face d'un entrepôt de fret. Des dizaines de policiers en tenue et en civil sont au rendez-vous. Une camionnette de la Northwest chargée de l'argent et des parachutes attend, les portes arrière grandes ouvertes. L'argent et les parachutes vont être acheminés à bord et jusqu'au dernier moment, personne ne va savoir ce que veut vraiment ce Dan Cooper et comment il va pouvoir se sortir de cette histoire. Le vol 305 est au sol, mais les passagers n'ont pas été autorisés à quitter l'appareil de la Northwest Airlines. L'équipage leur demande de patienter, le temps de changer de passerelle. Pas question d'affoler qui que ce soit jusqu'à présent. La présence à bord d'un pirate de l'air n'a pas été ébruitée. Celui-ci, le passager Dan Cooper, est toujours tranquillement assis au fond de l'avion avec sur ses genoux une mallette qui contiendrait un engin infernal. Il a demandé que seule la porte arrière du Boeing
Boeing soit ouverte. C'est chose faite. Le commandant William Scott lui confirme que les $200 000 et les parachutes sont là, au pied de la passerelle. Dan Cooper ne veut pas s'exposer. Il risquerait d'être ceinturé ou abattu avant même d'avoir touché à la rançon. Il demande à l'hôtesse Florence Schaffner de se charger de ce transport. Celle-ci remonte ainsi le sac de dollars et les 4 très lourds parachutes. Le FBI a pour ordre de ne pas intervenir. Cooper vérifie les liasses de billets. Certaines, une minorité, ont pu être photocopiées par la police pour noter les numéros. Le pirate vérifie ensuite les 4 parachutes, le système de courroie et d'arrimage. Tout est en ordre. Il demande au commandant de laisser sortir les passagers et également de laisser partir les 2 hôtesses, dont Florence Schaffner. Les portes du Boeing se referment et l'avion reste pour le moment cloué au sol. Il n'y a plus que 5 personnes à bord. Le passager pirate, le commandant de bord William Scott, son copilote, le mécanicien navigant et la chef de cabine Tina McClough. Cooper demande un ravitaillement express en kérosène, demande immédiatement exécutée. Il explique alors au commandant le plan de vol prévu. L'appareil va prendre la direction de Mexico, cap sur les villes de Medford et Red Bluff. À 19h46, le Boeing 727 redécolle. Le FBI va alors tenter de le suivre à la trace. Un avion militaire Hercule C-130 est déjà en position dans le ciel, tout comme 2 chasseurs fantômes de l'US Air Force. Ils ne doivent surtout pas se faire repérer. Juste après le décollage, Dan Cooper se poste dans la cabine de pilotage. De toute évidence, il connaît par cœur le maniement des instruments de bord et sait lire tous les cadrans. Serait-il un ancien pilote ? Il est 19h52 quand l'avion atteint l'altitude de 10 000 pieds, exigée par Dan Cooper, environ 3 000 mètres. Une altitude basse pour un appareil commercial. L'équipage a pour ordre de réduire la vitesse au maximum, environ 150 nœuds, 270 km/h, la vitesse d'un avion de tourisme. Le pirate demande à la chef de cabine de rejoindre les 3 hommes d'équipage dans le cockpit. Obligation de couper la radio et de ne pas sortir, sinon tout explosera. Le Judas du poste de pilotage est obturé avec du sparadrap. À 20h01, un voyant rouge s'allume sur le tableau de bord du Boeing. Le signe qu'une porte est ouverte. Une légère décompression se fait sentir, pas de dépressurisation à cette altitude. Le commandant note la position de l'avion, 25 milles au nord de Portland, à l'intersection d'East Fork Lewis River et de Columbia River. Personne ne l'a vu, mais Dan Cooper vient de sauter en parachute avec les $200 000. Le 727 se pose sans son dernier passager, Dan Cooper. Il n'a quasiment rien laissé derrière lui. Cet inconnu est alors l'homme le plus recherché des États-Unis. Vont alors commencer des recherches qui vont durer une éternité. Grâce aux annotations et au repérage de l'équipage, la zone où aurait atterri le passager pirate Dan Cooper est située au-dessus du Mervyn Lake, près du mont St. Helens. C'est une région sauvage et très boisée où se trouvent de nombreuses cascades et cours d'eau. Il y a peu d'habitations dans ce secteur touristique où il est facile de disparaître et de se cacher. Dan Cooper avait-il prévu d'atterrir à cet endroit ? C'est tout à fait possible au regard de la méticulosité de son plan. L'homme n'a vraiment rien laissé au hasard. Des équipes de rangers et des hommes du shérif sont envoyés sur place. Des renforts de la garde nationale, des équipes de chiens renifleurs sont mobilisées. Une gigantesque battue est organisée. Les points d'eau sont scrutés. Les bungalows et chalets de montagne visités. Des barrages sont installés sur des pistes et des routes. À cause du mauvais temps, les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Des jours et des jours de recherche. Un périmètre de 20 km² est ainsi passé en vain au peigne fin. Aucune trace de ce Dan Cooper dont d'ailleurs on ne sait rien. On ne sait même pas à quoi il ressemble exactement. L'hôtesse Florence Schaffner a décrit un homme âgé d'une 40aine d'années, 1m80, 80 kg,
sportif et musclé. Un portrait robot est dressé et publié, mais pour le moment, il ne suscite que des témoignages fantaisistes. Retrouver cet as du détournement est alors une priorité pour le FBI, qui a le sentiment d'avoir été ridiculisé par ce personnage. L'opération Nordjack, abréviation de Nordjacking, traduction détournement d'un avion de la Northwest Airlines, est lancée. Des listes de suspects sont passées en revue, 800 sont interrogés et parfois même menacés de prison s'ils n'avouent pas, mais pas de Dan Cooper dans le lot. En 1972, les soupçons se portent sur un certain Richard McCoy, vétéran du Vietnam. Il détourne un avion de la United Airlines avec la même méthode que Cooper, mais sans succès. Il sera tué par la police. Il ne ressemble en rien à Dan Cooper dont il se serait inspiré. 9 ans après le braquage en plein ciel lors d'un pique-nique familial, Brian Ingram, un garçon de 8 ans, déterre une liasse de $20 en pleine forêt, le long de la rivière Columbia. Il y a là, au total, quelques $5 800. Le shérif est prévenu de cette découverte. Il est établi que ces billets, dont certains avaient été photocopiés avant d'être remis aux braqueurs, proviennent bien de la rançon. Pourquoi était-il caché ici? Aucune explication. Les recherches reprennent dans le secteur, mais pas d'autres découvertes, pas d'argent, pas de parachute, pas de Dan Cooper. Mort ou pas mort, l'opération Nordjack va durer pas moins de 45 ans. Les visages de certains suspects vont ressurgir de façon récurrente, mais sans apporter la clé de l'énigme. Et si la vérité se cachait dans la cravate de Dan Cooper? Le mardi 12 juillet 2016, 45 ans après le braquage en plein ciel de Dan Cooper, les autorités américaines décident de refermer le dossier. Celui-ci restera donc un cold case, une affaire non élucidée. Le FBI ne travaillera plus de manière active sur le sujet, des centaines de milliers de dollars ayant déjà été engloutis dans ces investigations. Peu après cette décision, 3 scientifiques indiquent avoir fait des découvertes intéressantes sur le seul objet, hormis le deuxième parachute, abandonné par Dan Cooper dans l'avion de la Northwest. Sa cravate noire de marque J.C. Penney qu'il avait laissée sur son siège, la place 18E. Les chercheurs ont trouvé sur cette cravate, un accessoire qu'on ne lave que rarement, des traces de métaux rares dont du titanium pur. Ils en déduisent que Cooper travaillait sans doute dans le milieu de l'aviation, peut-être même chez Boeing, qui utilisait alors ses composants. La piste de la cravate est toujours d'actualité. En 2012, une femme affirme que son oncle, mort en 1999, était l'auteur du détournement. Il était rentré un soir couvert de bleu et d'égratignures. Il aurait avoué plus tard avoir résolu tous les problèmes d'argent de la famille après avoir détourné un avion. Une autre femme, Jo Weber, dira avoir été toujours convaincue que son mari était le pirate. Une ressemblance frappante. Il lui aurait avoué sur son lit de mort « Je suis Dan Cooper ». Autant de supposés et possibles coupables dont aucun ne convaincra le FBI. Mort en sautant en parachute, mort de sa belle mort, toujours vivant. À ce jour, personne ne sait ce qu'est devenu l'homme qui se faisait appeler Dan Cooper, le braqueur du ciel.